Et la politique, comme le dit le mot lui-même, c'est police la ville. C'est-à-dire la politique, c'est pas pour qui on vote tous les 4 ans ou 5 ans, c'est notre comportement de chacun d'entre nous vis-à-vis des autres. Le mercredi 22 mai 1963, le député grec Grigoris Lambrakis est assassiné en pleine rue, renversé par 2 hommes en triporteur alors qu'il sort d'un meeting du mouvement pour la paix tenu à Thessalonique. Son assassinat bouleverse la Grèce et fragilise de plus en plus le gouvernement. Le 21 avril 1967, un coup d'État militaire renverse la monarchie constitutionnelle et installe un régime autoritaire connu sous le nom de dictature des colonels qui durera 7 ans. Le romancier Vassilis Vassilikos écrit le roman Z, basé sur l'affaire Lambrakis, qui sera publié en 1966 en Grèce, puis en 1967 en France aux éditions Gallimard. L'intrigue commence par l'arrivée à Thessalonique du député, sans jamais le nommer, avant de suivre l'enquête menée par le juge d'instruction pour terminer par le procès. Le livre, décrivant la Grèce de l'après-guerre, dans un monde instable, complexe et en pleine mutation, connaît le succès en Grèce comme à l'international. En 1969, le réalisateur franco-grec Costa Gavras, qui avait déjà 2 films à son actif, également adaptés de romans, réalise Z, adapté du roman éponyme de Vassilikos. Le film reprend fidèlement le roman, mais là où le point de vue narratif omniscient du roman permet une vue d'ensemble globale de la situation, le film fait la part belle au juge d'instruction et se focalise plus sur sa perspective. Costa Gavras met en scène Yves Montand dans le rôle du député et Jean-Louis Trintignant dans le rôle du juge d'instruction. Il y a aussi Charles Denner, Bernard Fresson, François Perrier, Jacques Perrin, bref, du beau monde. Le succès du film est retentissant, plus de 3,5 millions d'entrées et une pluie de récompenses dont le prix du jury du Festival de Cannes et le prix d'interprétation masculine pour Jean-Louis Trintignant. Z remporte l'Oscar et le Golden Globe du meilleur film étranger. Le film va consolider la réputation de Costa Gavras en tant que cinéaste politique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, faire du cinéma politique ? Bienvenue dans Adaptation. Nous allons partir d'un postulat très simple. Laissons de côté notre regard d'enfant et admettons que tous les films sont politiques. Attention, on a bien dit tous les films sont politiques et non pas tous les films parlent de politique. Depuis les débuts du cinéma, dès le muet, on ne compte plus le nombre de films décryptant la société d'hier et d'aujourd'hui qui ont vu le jour. Parfois de façon frontale, comme le film polémique Naissance d'une nation de Griffith, sorti en 1915, et parfois en jouant avec les codes et les genres cinématographiques. Un des maîtres absolus fut Charlie Chaplin, roi de la comédie, qui n'a pas hésité à se servir de son génie pour critiquer les excès du capitalisme dans les temps modernes, en 1936, ou encore pour dénoncer la persécution subie par les Juifs dans sa satire anti-hitlérienne Le Dictateur, sorti en 1940. Mais le cinéma dit politique n'a pas toujours eu pour seule vocation de dénoncer ou de condamner le pouvoir en place, comme ont su le faire Akira Kurosawa ou Francesco Rosi, tous deux au panthéon du cinéma politique. Il y a aussi, à contrario, ceux qui ont véhiculé et défendu les valeurs et l'idéologie portées par le pouvoir. On citera le cinéma américain, tour à tour outil de propagande pour exporter le rêve américain aux 4 coins du monde, particulièrement pendant la guerre froide, et vecteur de la contre-culture. Sorti en 1982, Rambo 1 est l'exemple parfait de la transition entre le nouvel Hollywood, qui a accompagné la vague de contestation qui toucha les États-Unis post-Vietnam et Watergate pendant les années 60 et 70, et les années Reagan, avec le retour du patriotisme illustré par le cinéma d'action et les premiers blockbusters à partir des années 80. On y retrouve certains codes du nouvel Hollywood, avec notamment la figure du paria, même si on est très loin d'un film tel que Voyage au bout de l'enfer, sorti en 1978, car Rambo 1 donne tout de même une vision héroïque du vétéran du Vietnam. Le film dénonce le sort réservé aux GI rentrés de la guerre et remet en question les valeurs d'une société individualiste et matérialiste. Malheureusement, le succès commercial du film a poussé les producteurs à produire des suites en adéquation avec la mouvance America is Back. Sorti en 1985, Rambo 2 est un fantasme révisionniste de la guerre du Vietnam où le héros massacre à lui seul une armée entière et sauve un grand nombre de ses compagnons.
La saga prend alors une autre tournure, devenant le symbole des années Reagan, de l'anticommunisme et de l'interventionnisme américain. Dans l'imaginaire collectif, c'est le Rambo gros bras et bandana rouge, embarqué dans une croisade meurtrière qui est restée. Pourtant, le propos initial était tout autre. L'engagement politique peut aussi venir de l'équipe artistique. Le film que nous abordons aujourd'hui, Z, en est un parfait exemple. Personne ne voulait faire le film. Lorsqu'il en a informé ses acteurs, déjà impliqués dans le projet, ces derniers ont accepté de diminuer leur cachet pour alléger le budget. Le réalisateur partageait ses convictions politiques avec Yves Montand, Jean-Louis Trintignant et Jacques Perrin, qui a même endossé le rôle de producteur pour que le film puisse exister. On y reviendra plus tard. En Russie, l'ouvrier n'a pas le droit de faire la grève. Ni de croire en Dieu, ni d'avoir sa maison et son jardin. L'individu est écrasé par une entreprise totalitaire. Et vous êtes tous d'accord ? J'ai lu la même chose dans les journaux. Même pour la musique du film, Costa-Gavras choisit quelqu'un qui avait le même engagement politique que lui, le compositeur et homme politique grec Mikis Theodorakis. Alors emprisonné sous la dictature des colonels, Theodorakis a laissé le réalisateur choisir les morceaux qu'il voulait dans son œuvre. Les événements qui ont traumatisé tout un pays ou choqué le monde entier ont souvent refait surface dans les plus gros blockbusters. Dans Skyfall, lorsque le méchant fait exploser un tunnel de métro, c'est une allusion aux attentats de Londres en 2005. Le film se sert donc d'une angoisse réelle chez le spectateur, celle qu'un attentat se reproduise, pour ancrer son action. Certains films sont tournés vers le futur et proposent une vision progressiste qui libère les mœurs, souvent en réaction au carcan de la société, comme « Et Dieu créa la femme » ou encore « Emmanuel ». La dimension politique d'un film peut exister au-delà du propos qu'il véhicule. L'acte militant peut aussi se trouver dans l'approche formelle, comme lorsqu'une nouvelle génération cherche à bousculer les codes esthétiques et les moyens de production gravés dans le marbre, tels que les jeunes réalisateurs de la nouvelle vague à l'aube des années 60, en rupture avec le cinéma traditionnel français. Tu es infâme. Moi, je ne suis pas infâme. Je suis une femme. Tu sais pas ce qu'on a vécu là-bas. Tu sais rien des quartiers nord. T'as jamais foutu les pieds là-bas. Parfois, la dimension politique d'un film, qu'elle apparaisse en filigrane ou au premier plan, peut échapper à son réalisateur. Prenons le cas de Bac Nord, réalisé par Cédric Jiménez. Tout le monde était d'accord pour souligner l'efficacité et la maîtrise technique du film. Mais le portrait qu'il dresse des banlieues nord de Marseille et de la police a divisé les spectateurs. Le film a suscité une vague d'accusations de racisme par la gauche et anti-flic par la droite. Dans un deuxième temps, il a été récupéré par des partis politiques. Procédé qui existe depuis la nuit des temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout cela dépasse les intentions du réalisateur, dont le souhait n'était pas de prendre parti, mais tout simplement de réaliser un thriller inspiré d'un fait divers. Et parfois, il ne peut y avoir aucun doute, car les hommes politiques produisent leurs propres films. Si on remonte le temps, le grand réalisateur Jean Renoir a réalisé des films financés par le Parti communiste, pour ne citer que lui. Racontons la conception de Z. Costa-Gavras écrit le scénario avec l'auteur espagnol Georges Semprin, combattant antifranquiste, résistant et rescapé de Buchenwald, nommé ministre de la Culture en Espagne en 1988. Par la suite, Costa-Gavras et Georges Semprin se retrouveront pour scénariser L'Aveu, puis Section spéciale. On lui doit notamment le scénario de La guerre est finie, d'Alain Resnais, dans lequel Yves Montand a également tourné. Les deux artistes ont une conception similaire du cinéma. C'est avant tout un spectacle qui procure des émotions aux spectateurs sans leur donner de leçons, mais qui, au contraire, ouvre des perspectives. Et cette volonté d'offrir au public le meilleur spectacle possible ne veut en aucun cas dire que ça n'est pas un cinéma de qualité. N'en déplaise à ceux qui font le distinguo dangereux entre le cinéma dit d'auteur et le cinéma dit de divertissement, comme si le premier était automatiquement synonyme de bon goût et le second de médiocrité. Z étant à la fois un film d'auteur et un film divertissant, nous avons la preuve que l'un n'empêche pas l'autre. Costa-Gavras évolue donc dans un cercle qui compte des acteurs, des compositeurs, des scénaristes et des cinéastes engagés, dont les combats ont guidé les choix. On peut rajouter le nom du réalisateur Chris Marker à ceux que nous avons déjà mentionnés. Pour un tour d'horizon plus détaillé, nous vous renvoyons à notre chronique sur Simone Signoret. Prochaines élections, il ramasse tout. Il a de la gueule. Quoi ? Il a de la gueule. Ce qui nous amène à notre prochain point, la persona d'un acteur. C'est un ressort sur lequel les metteurs en scène s'appuient souvent, envisagé dès l'étape du casting. Grâce à son sous-texte, la réputation d'un acteur,
ou son aura devient une stratégie particulièrement utile lorsqu'il s'agit de porter un roman à l'écran, permettant de gagner du temps en allégeant le récit, car certaines explications sont implicites. La persona, c'est l'image publique, la perception que les spectateurs se font d'un artiste au fil de sa carrière. Un acteur ou une actrice va cultiver une persona à travers les rôles qu'il ou elle incarne et parfois même à travers sa vie personnelle, ses prises de position et ses combats. Dans Z, Yves Montand incarne celui qu'on appelle le docteur. Lambrakis était médecin. Ce rôle renvoie à la personnalité et aux valeurs de Montand dans la vraie vie. Dès les premières secondes où il apparaît à l'écran, ce procédé de caractérisation opère grâce à la persona de Montand et son personnage gagne immédiatement en capitale sympathie. À l'image de ces acteurs, qui ont chacun incarné la France de leur époque et qui ont été choisis pour le rôle emblématique de la culture française, Jean Valjean. Faire du cinéma politique, c'est aussi se servir du mythe populaire, de la réputation, aussi bien pour s'appuyer dessus que pour la déconstruire, comme Coluche dans Ciao Pantin ou encore Bourvil dans Le Cercle Rouge. Un événement va provoquer un bouleversement politique, social et culturel en France. Mai 68. La crise agite le monde de l'art et donne un nouveau souffle au cinéma, qui devient un exutoire pour la grogne populaire, avec des films qui revendiqueront des mœurs nouvelles et affranchies, ou qui cibleront les élites, à travers des comédies dont la tête de proue sera Les Valseuses, des films anarchistes comme Thème Rock, et, pour reprendre le terme de Costa Gavras, des films dossiers, dont le plus emblématique sera Z, qui dénonce toute forme d'oppression et les dérives parfois kafkaïennes de notre monde. Ce qui inspirera pléthore de films aux allures de thriller paranoïaque, comme L'Attentat d'Yves Boisset, inspiré de l'affaire Ben Barka, Un papillon sur l'épaule de Jacques Deray, Le Secret de Robert Enrico, ou encore La Faille de Peter Fleischmann, pour ne citer que. Sans oublier I comme Icare d'Henri Verneuil, sorti en 1979, qui rappelle les films complotistes américains tels que À cause d'un assassinat, ou encore Un crime dans la tête, sorti un an avant la mort de Kennedy, et qui raconte une société orwellienne avec une population sous surveillance et sous contrôle total par les pouvoirs en place. On pourrait citer Z comme le pionnier de la mode du film dossier en France, avec de nombreuses productions dans les années 70 et dont l'héritage se ressent toujours dans certaines productions actuelles. Mais Z va essuyer les plâtres, car avant de voir le jour, le projet faisait fuir. On l'a dit, personne ne voulait faire ce film. Parmi les refus, il y a Robert Dorfman, gros producteur de succès mythiques, Zanuck, alors patron de la Fox, dont le CV n'est plus à refaire, n'en veut pas non plus, et le producteur russe Ilya Lepère décline en précisant un film sans personnage principal et sans histoire d'amour ne peut pas fonctionner. Et surtout, tous craignent la censure. Précisons aussi que le film précédent de Costa Gavras, Un homme de trop, sorti en 1967, fut un échec. Heureusement, il a le soutien de ses acteurs, et l'un d'entre eux fait basculer le destin du film. Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde. Jacques Perrin, un des serial lovers du cinéma français, va produire le film et trouver les financements. Il reçoit le soutien de l'Office du cinéma algérien, grâce auquel une partie du film sera tournée en Algérie, où Perrin a déjà produit un film. Il trouvera aussi le distributeur et négociera le cachet des comédiens. Les films, les sujets que je rencontre sont des sujets qui doivent être nécessairement illustrés à l'écran. Et donc, comme je ne suis pas si sûr que le système le fera naturellement, je me dis que c'est bien non seulement de faire du cinéma. Quand le film sortira, malgré le succès populaire, la critique est divisée. Certains articles prendront sa défense, le voyant comme un grand film politique français. D'autres fustigeront une volonté de taper sur la droite. Et certains iront même jusqu'à lui reprocher un prisme bourgeois, déconnecté de la réalité des classes populaires. Ironie du sort, c'est tout l'inverse pour l'accueil de son film suivant, L'Aveu, où on reprochera à Costa Gavras de taper sur la gauche, alors que, là aussi, il ne cherchait qu'à dénoncer les extrêmes. Même si le cinéma de Costa Gavras peut donner une impression de cinéma militant qui dicterait une façon de penser, ce sont avant tout des films accessibles, qui posent des questions, qui interrogent en proposant un autre regard. Pour reprendre les mots de Costa Gavras, tous les films sont politiques, mais pas partisans. Les films de Costa Gavras font souvent devoir de mémoire, avec un message d'espoir, notamment sur la faculté de résister et de lutter qui est en chaque homme. Ces films sont intemporels et universels, car même si les temps ont changé, certaines choses sont toujours d'actualité. Les militaires interdisaient les cheveux longs, les mini-jupes, Sophocle,
Tolstoï. Car le cinéma de Costa-Gavras est avant tout ce qu'on appelle parfois vulgairement du cinéma de genre. Mettons de côté la dimension politique un instant. C'est quoi Z? C'est un polar efficace dont la narration est guidée par un montage rythmé et sans temps mort, haletant, qui ne raconte pas seulement une histoire mais qui saisit aussi un élan, une fougue, un feu intérieur qui est l'âme du film. Costa-Gavras est un faiseur d'images, de sensations fortes. Il a des ambitions de cinéma populaire. Il fait ses films pour les spectateurs car ce sont des histoires à hauteur d'homme. C'est l'individu contre les institutions. Que ça soit le père dans Missing, film qui obtiendra la Palme d'Or à Cannes, ou le chômeur meurtrier dans Le Couperet, Costa-Gavras sait raconter les histoires de gens ordinaires face aux pires adversités. Revenons à Z. La scène pivot de l'assassinat n'est pas balayée d'un revers de la main. Costa-Gavras utilise toutes les techniques audiovisuelles possibles, jouant sur la distorsion du temps avec le montage sonore, l'usage du ralenti, les arrêts sur image. Il va à l'essentiel, comme ici dans les scènes d'interrogatoire, où le montage pourrait nous faire croire qu'on est toujours dans la même continuité, alors qu'il y a bien une ellipse. Profession? J'ai un atelier de vernissage. Vous connaissez bien Iago? Dès son premier film, Compartiment tueur, Costa-Gavras était déjà un grand formaliste. Ce n'est pas étonnant qu'il ait eu un temps une carrière américaine, avec des thrillers comme La main droite du diable et Mad City. Au passage, le monsieur a refusé de réaliser Le Parrain. Au final, à partir du moment où l'action d'un film se situe dans un contexte socio-culturel donné, quel qu'il soit, n'est-il pas un film politique ? Bien sûr que Z tombe dans cette catégorie, car son intrigue place le milieu politique au premier plan, sans oublier la persona de Costa-Gavras qu'il a cultivée à travers ses engagements et les nombreuses causes qu'il a défendues. Tu dire aux parents la vérité, ils auront tout le temps de la vivre, la vérité. Mais le succès de Z tient aussi à sa qualité en tant que film au sens le plus basique du terme. Des acteurs talentueux, une énergie folle, une BO réussie, une histoire prenante, bref, une efficacité redoutable qui n'est pas sans rappeler la bataille d'Alger de Gillot Pontecorvo dans la capacité à aborder des sujets sensibles avec viscéralité et intensité. De nombreux films traversent le temps, mais tous n'ont pas autant de qualité que Z. Comme le disait le critique Serge Danet, certains films sont incritiquables, leur succès relève de la sociologie, de la mythologie. Et Z, c'est encore plus que ça. C'est clair maintenant?